voilà, donc rebonjour, bienvenue au siège de la Dépêche du Midi ici à Toulouse. Donc un rendez-vous, vous avez vu, c'est un nouveau rendez-vous, militant du territoire. Alors je vais vous expliquer un petit peu la genèse de ce nouveau rendez-vous. C'est avec Sylvain Panas et Laurence, sa responsable communication. On discutait, on échangeait, on se disait... mais il y a plein de gens dans cette région qui font des choses dans la région, ils innovent, ils créent de la valeur, ils créent des emplois. Et on n'en parle pas assez, on parle souvent des mauvaises nouvelles et assez peu des bonnes. Alors bon, même si nous, au pôle économie de la Dépêche, on essaie de mettre en avant les succès et les innovations, en fait, c'est jamais assez. Et donc, on a imaginé cette marque, ce rendez-vous, militant du territoire, ça porte bien son nom. Et l'idée, c'était de montrer par l'exemple. Vous avez 4 exemples, je vais vous présenter nos intervenants ce matin. Avec nous ce matin, 4 exemples d'entreprises qui s'investissent au quotidien, qui agissent, qui innovent, qui embauchent et qui gagnent des parts de marché. Voilà, alors c'est pas toujours facile, mais en tout cas ils y arrivent. Laissez-moi vous présenter donc nos intervenants. Bon, Sylvain Panas, voilà, tout seigneur, tout honneur, puisque on a quand même phosphoré ensemble pour imaginer ce rendez-vous. Vous êtes le directeur régional de Total Énergie en Occitanie. Jean-Emmanuel Faure, à vos côtés, vous êtes le fondateur de Water Horizon. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça start-up parce que ça fait déjà quelques années, en tout cas vous avez toujours l'esprit start-up qui vous anime. Vous nous présenterez un petit peu votre parcours et puis vos innovations que vous mettez à disposition du territoire occitan, mais pas que, puisque vous commencez déjà à aller un peu au-delà. Victor Lamego, on est ravi de vous avoir. Vous êtes le président de Biotex Technologies, qui construit actuellement une usine textile en Ariège. Alors vous dites une usine textile en Ariège en 2026, voilà un homme courageux. Et, en fait, Emmanuel Macron est venu poser la première pierre de votre usine il y a quelques semaines, hein, quand il venait visiter l'Andorre. Il a fait un stop en Ariège et chez vous, donc on est ravi de vous avoir. Vraiment, j'étais très content qu'on a constitué ce panel et que vous m'aviez dit que vous étiez disponible. Et Jean-François Réseau, bienvenue Jean-François, directeur régional Veolia, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, donc très, très grande région. Et vous avez vu qu'on a voulu faire un mix on va dire, d'entreprises plutôt de taille solide, Total, Veolia, mais aussi d'entreprises plutôt PME qui sont le reflet de notre territoire. Et en fait, l'Occitanie, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a des leaders qui tractent l'économie de la région, mais on a aussi une multitude de PME, de TI et de start-up qui animent et qui créent aussi à leur échelle de la valeur. Alors peut-être, Sylvain, un mot, on va dire, général pour ouvrir ces débats. Pourquoi avoir eu l'idée de vouloir parler des militants du territoire hein, dans ce format-là ? Bonjour à tous et merci Gilles pour cette invitation. Tu l'as dit un peu tout à l'heure en introduction, hein, le constat de départ, c'est il y a beaucoup de bruit sur des choses négatives. Il y a aussi beaucoup de bruit de gens qui disent des choses positives mais qui finalement font pas grand-chose. Et puis il y a toute une majorité silencieuse qui travaille, qui crée, qui innove, qui crée de la valeur, qui partage et qui à la fin n'en parle pas. Et on s'est dit que ça pouvait être intéressant donc de créer un parcours militant du territoire avec plusieurs interventions pour montrer les initiatives positives dans le territoire. Alors on peut s'imaginer que Total Energy c'est un groupe mondial, hein, voilà, vous avez à peu près partout sur la planète, et on peut se dire bon, quel rapport avec l'Occitanie en fait tous les jours toutes les semaines quand on va faire le plein, souvent c'est dans un réseau de distribution de la marque Total Energy. Est-ce que cette proximité, elle est de facto une réalité pour les clients hein, quand même ? Oui, absolument. En fait, nous, notre première façon d'être militant du territoire, finalement, chez Total Energy, c'est de faire notre métier. Et notre métier, c'est quoi ? C'est de fournir aux gens l'énergie dont ils ont besoin pour fonctionner. Alors dans une région comme l'Occitanie, le pétrole et le gaz, c'est encore plus de 60% de nos consommations d'énergie. Oui. Et l'électricité, c'est moins de 30%. Et donc nous, notre métier déjà, c'est de faire en sorte d'avoir accès à cette énergie électrique, pétrole et gaz. Et partout sur le territoire. Et ça, en fait, c'est notre quotidien. Alors il y a des moments où c'est plus facile que d'autres, il y a des moments où c'est plus complexe. En ce moment, c'est un moment complexe. Oui, parce quand on a préparé ce rendez-vous, on ne pensait pas qu'il y aurait une guerre en Iran. Voilà, donc après, c'est un sujet qui a déboulé dans l'actualité. Et il a fallu répondre, et vous avez répondu avec un plafonnement des prix notamment.
C'est ça. Alors en fait, notre engagement sur notre métier de fournisseur d'énergie, c'est de fournir aux gens une énergie abondante, accessible, abordable, de plus en plus décarbonée. Et puis, en moment de crise comme celle-là, notre première mission, c'est de faire en sorte qu'il y ait de l'énergie et qu'il y en ait partout et à un prix abordable. Et donc, effectivement, tu l'as dit Gilles, hein, on a plafonné le prix dans nos stations-service et on va le faire encore là, et notamment en ruralité, parce que ça ne vous a pas échappé, le prix du carburant vient de baisser. Mais cependant, il y a encore des zones où, à cause de frais logistiques, le prix du carburant est plus cher, notamment en zone rurale et sur autoroute. Et donc, sur ces zones-là, on a décidé de continuer pendant tout l'été à plafonner le prix du carburant. Et on parlait de zones rurales, on a réouvert des stations-service dans la ruralité pour permettre aux gens de continuer à avoir du carburant et de l'énergie. Parce que finalement, le sujet de la mobilité en voiture, il est présent en zone urbaine, mais c'est quand même beaucoup un sujet rural. Ah oui. Et pendant la crise, là, juste avant mes congés, il y a une dame de Figeac qui nous a fait un mail au bureau et qui nous a expliqué qu'elle était une vieille dame, elle était bloquée chez elle parce qu'il n'y avait plus de carburant à Figeac. Ah. Et donc voilà, l'air de rien, ça l'empêchait de vivre. Ah ben évidemment, parce qu'en milieu rural, sans voiture, ça devient très compliqué. Il y a peu de transport public, en tout cas pas à la fréquence qu'on souhaiterait. Et c'est une réalité. Nous, enfin la Dépêche du Midi, on va jusque dans le plus petit hameau avec nos correspondants locaux pour traiter cette actualité. D'ailleurs, très souvent, nos stations-service est le relais, la dépêche dans la ruralité. Ah ben voilà, c'est là qu'on peut trouver. Non, mais c'est vrai que... Et donc, il y a 2 stations qui ont rouvert, d'ailleurs, dans le Lot. Hein. Je crois qu'il y en a une vers Montcuq. Voilà, c'est ça. On va avoir une grosse actualité de réouverture de stations dans les zones rurales, donc notamment 2 dans le Lot, là, dernièrement. Mais on continue cette affaire-là, parce que c'est vraiment très important, parce que souvent, la station-service devient le dernier commerce de proximité dans la ruralité. Donc la station-service fait relais presse, relais poste, relais pain, épicerie, garagiste. Et en fait, ça reste le dernier commerce. Relais colis, ça reste le dernier commerce. Donc moi, je dirais, notre première façon d'être militant chez Total Energy sur le territoire, c'est ça. C'est d'apporter à la fois de l'énergie sur tous les territoires et puis un lien social avec nos stations-service un peu partout dans la ruralité. Alors Victor Lamego, on est ravi de vous avoir parmi nous. Le milieu rural, vous connaissez par cœur puisque vous êtes installé en Ariège, à la Rocoldolme, où vous portez un projet industriel assez incroyable qui s'appelle Occitanie Géotex. Et vous avez posé la première pierre d'ailleurs avec Emmanuel Macron il y a quelques semaines d'une nouvelle usine textile. Expliquez-nous ce que vous faites. Alors, merci pour l'invitation pour une deuxième fois. Effectivement, cette usine a été créée en mai 2023 et elle avait pour but de créer des géotextiles. Donc, plus particulièrement, c'est quoi des géotextiles? C'est tout ce que vous voyez dans le maraîchage, dans le paysager, mais aussi ce qu'on ne voit pas, enfoui. Elles permettent de la revégétalisation des sols, la stabilisation des sols. Ah oui, c'est les bâches qu'on voit au pied des cultures souvent. Absolument. D'accord. Et nous avons la volonté de remplacer des solutions pétrosourcées par des alternatives naturelles. Ah, c'est mieux. Voilà, tout à fait. Et pour ce faire, on a imaginé cette unité industrielle à la Rocoldolme, depuis 2023. Alors, c'est à base de quelle plante vous utilisez quelle fibre pour faire vos textiles? Bien évidemment, on voulait une maîtrise totale des gisements et le chanvre est une plante qui est totalement adaptée à notre climat et très vertueuse sur l'itinéraire technique. Et l'Occitanie, c'est plus de 1,3 million d'hectares de surface agricole. Et donc, combien de chanvre sur ces millions d'hectares? 3000 hectares seront nécessaires pour alimenter l'usine. Ah, sur 4 départements, l'Aude, l'Ariège, le Tarn et Haute-Garonne. Ça veut dire que quand vous avez imaginé cette nouvelle usine et du coup il vous fallait de la matière première, vous avez dû recréer une filière agricole. Est-ce qu'il y avait assez de chanvre pour vous alimenter ou est-ce qu'il a fallu réactiver des agriculteurs? Alors, il y avait 0 hectare de chanvre, donc ça a été assez laborieux à mettre en place. Mais on a travaillé avec les chambres d'agriculture, les GDA, les CUMA. Les GDA Voilà, c'est des groupements d'agriculteurs qui sont sur la transition et la transformation des itinéraires techniques. Et avec eux, on a caractérisé ce chanvre en Occitanie pour notre usine industrielle. Alors, ce géotextile, expliquez-nous comment vous l'avez mis au point. Vous aviez un laboratoire en interne, vous l'avez fait faire par des laboratoires de recherche toulousains? C'est des écosystèmes avec qui nous avons travaillé, donc les universités,
des instituts nationaux qui nous ont aidés à caractériser nos produits, mais aussi à élaborer des plans techniques pour améliorer les caractéristiques intrinsèques de nos produits, Ah oui, pour venir challenger les produits pétrosourcés sur ces applications-là. d'accord. Et alors en termes de durabilité, d'efficacité à la tâche, ce textile, est-ce qu'il remplit les mêmes fonctions que ses concurrents, on va dire, pétrosourcés? On ne pourra pas tout remplacer, les familles, on ne pourra pas tout remplacer, mais sur certaines applications où on cherche des durées de vie de 3 à 7 ans, on remplit totalement ces fonctions. Très bien. Alors l'usine, c'est un investissement de quel ordre pour vous? Alors c'est assez important, c'est 30 millions d'euros. 30 millions d'euros, ouais. Voilà, où, donc pour ce faire, on est allé chercher des leviers de financement à tout niveau, investisseurs privés et publics. Alors, est-ce que vous en avez trouvé dans la région, puisque là on parle des militants de l'Occitanie? Oui, absolument. Donc on a voulu régionaliser un petit peu ce projet avec des acteurs régionaux. Donc il y a même des investisseurs ici qui m'ont accompagné, qui suivent mes activités. Mais voilà, c'est 6 millions d'euros de fonds propres, d'actifs régionaux qui nous ont aidés à constituer le capital de la société. Bon, très bien. Alors cette usine, je vous disais tout à l'heure, le président de la République a posé la première pierre. Oui. Et je crois que la construction va aller assez vite, non? Mais on prévoit donc la réception des bâtiments en septembre-octobre 2026. À cette année déjà? Absolument. Très rapide. Et démarrage de l'unité industrielle en février 2027. Alors combien de salariés on pourra espérer? Alors peut-être au démarrage et puis après en marche Alors cette unité va créer 40 emplois directs. Elle va consolider 120 emplois indirects sur notre territoire. Va faire travailler 400 à 500 agriculteurs. Et ensuite, tous les métiers qui sont afférents à cette activité-là. Bon, ben, très bien. Alors on reviendra tout à l'heure sur votre aventure. Elle est assez incroyable. Merci. Et on espère que vous trouverez les débouchés qui vont bien pour faire tourner cette usine. Alors Jean-François Rézeau, ravi de vous avoir parmi nous ce matin. Vous êtes le directeur régional Veolia de Grand Sud-Ouest, c'est Nouvelle-Aquitaine, Occitanie. Vous avez quasiment un quart de la France dans votre périmètre. Alors Veolia, tout le monde le connaît. Quand on tourne le robinet, c'est souvent grâce à vous qu'on boit de l'eau potable. Vous innovez dans le territoire, mais souvent, ce que disait tout à l'heure Sylvain, sans trop le faire savoir, sans tambour ni trompette. Vous délivrez votre service, mais souvent dans le territoire et sans que ça se sache. Peut-être un mot sur l'empreinte de Veolia en Occitanie pour qu'on se rende compte un petit peu de votre poids. Vous avez combien de salariés, combien de sites? Voilà, donc tout d'abord, merci pour l'invitation. Et puis surtout, c'est vrai que quand vous évoquez la militante du territoire, merci d'avoir pensé à inviter Veolia à la table ronde. Parce qu'effectivement, ce n'est pas toujours sous ce regard qu'on ressent, qu'on perçoit un grand groupe, et qui pourtant, de par ses activités, est bien ancré localement au plus près du territoire. C'est vrai, parce que vous aussi, Veolia, vous avez des marchés dans le monde entier. Hein. Vous êtes le leader mondial. Oui, sur certaines de nos activités, effectivement, on est le leader mondial, mais à la fois, on est très local. Et au plus près des besoins du territoire. Donc du coup, c'est avec grand plaisir qu'on est là ce matin, que je suis là. Alors oui, pour l'empreinte de Veolia en Occitanie, c'est 3400 salariés. Nos activités, on propose des solutions pour faire face aux enjeux environnementaux, que ce soit au niveau de l'énergie, de l'eau et des déchets. Aussi pour casser notre image, 46% de notre chiffre d'affaires, on le fait avec des industriels et 54% avec les collectivités, puisqu'on a cette image très marquée collectivité. Et puis, donc, on a 110 sites en Occitanie. 110 sites, voilà, donc des usines de traitement d'eau, voilà, alors effectivement, qui va de l'installation industrielle à l'agence locale de proximité pour apporter un service au plus près des besoins. Et puis, on dessert un habitant sur 4 en eau potable en Occitanie. Voilà quelques chiffres qui montrent effectivement quelle est notre empreinte régionale. Alors, vous investissez beaucoup, en fait. Ouais. On ne le dit pas souvent. La semaine dernière a été inaugurée une nouvelle
UVE, une unité de valorisation énergétique. Donc c'est un incinérateur de déchets à Nîmes. Vous avez investi, je crois, plus de 20 millions d'euros de travaux. Et elle est assez innovante, cette UVE. Donnez-nous quelques éléments là-dessus. Oui, mais écoutez, après, par rapport aux thématiques sur lesquelles on travaille, bien évidemment, on est sur l'optimisation énergétique. Par rapport à la souveraineté, puis aussi une énergie de proximité. Et puis, si possible, à partir d'une énergie avec des déchets, à partir de déchets, donc une énergie renouvelable. Comme effectivement, on est sur les optimisations de consommation en termes d'énergie, en termes d'eau, et puis également aussi, si une partie de notre métier, c'est de collecter les déchets, c'est de proposer des solutions pour produire moins de déchets. Voilà, donc du coup, de par notre activité, on est sur quatre axes. C'est décarboner donc, le territoire et apporter des solutions et de l'innovation dans ce domaine, économiser et régénérer les ressources. Et puis le troisième axe, c'est dépolluer. Alors on dit l'environnement, mais effectivement que ce soit des pollutions de l'eau, des pollutions des sols, des pollutions de l'air. Et donc voilà, sur ces thématiques que... Alors cet incinérateur, il produit, parce que c'est un incinérateur nouvelle génération, il produit 60% de chaleur en plus par rapport à la génération précédente, et du coup 45% d'électricité en plus. Et cette électricité, elle est réservée à l'Occitanie. Alors ça, si c'est pas militant, qu'est-ce que c'est? Oui, je vous dis, voilà, nous c'est apporter toujours des solutions au plus près des territoires, au plus près des besoins. Et donc du coup, voilà, ça c'est un exemple qu'on peut mettre en avant, comme effectivement également l'investissement qu'on vient de faire récemment à Toulouse sur un broyeur plastique. Pour pouvoir effectivement être sur ce créneau-là de la régénération donc de la ressource. Et puis, c'est-à-dire que c'est un super broyeur, il broie quoi, plus de plastique qu'avant? Oui, on a multiplié par 2,5 la capacité qu'on avait sur Toulouse pour pouvoir donc broyer le plastique et puis après l'envoyer sur des filières de régénération, de réutilisation de cette matière première secondaire. C'est comme ça qu'on emploie le terme. Et donc ce broyeur, c'est récent, hein, vous l'avez inauguré il y a pas... Oui, là, c'était inauguré cette année. Et donc un autre exemple effectivement d'investissement sur le territoire. Voilà. Et puis après on peut revenir aussi sur l'usine de valorisation énergétique de Nîmes, où on apporte, et c'est vrai qu'à chaque renouvellement de marché, c'est comment on peut plus produire et moins consommer. C'est ça qu'il faut retenir globalement. Puis aussi apporter des solutions par rapport à des problématiques du moment. Donc on a un gros sujet sur les usines d'incinération, toute la profession. C'est le protoxyde, c'est les bouteilles de protoxyde. Les fameuses bonbonnes. Les fameuses bonbonnes, parce que ça fait beaucoup de dégâts dans nos fours. Et donc c'est vraiment donc, une grande difficulté. Et donc du coup, on a mis en place une innovation pour pouvoir extraire ces bouteilles en amont. Vous les détectez, vous les sortez du... Voilà. Donc par un brevet qui a été déposé et qui permet effectivement de pouvoir retirer ces bouteilles de protoxyde qui malheureusement donc, ont entraîné beaucoup d'arrêts de four, et donc occasionnent beaucoup de coûts. Et puis également quand une usine s'arrête, elle produit plus d'énergie, etc. Oui, donc toute la conséquence, quoi. Très bien. Bon, merci pour ce premier témoignage. Alors Jean-Manuel Faure, on est ravi de vous avoir avec nous. Vous êtes le fondateur de Water Horizon, une start-up industrielle toulousaine. Alors expliquez-nous ce que vous faites et comment vous avez créé cette entreprise. Bonjour Gilles, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à cette table ronde. Donc Jean-Manuel Faure, moi je suis le fondateur de Water Horizon. Ça fait 11 ans que je suis sur le projet. Water Horizon a 8 ans d'existence maintenant. On est 35 personnes. Alors chez Water Horizon, on a développé une technologie de stockage de la chaleur. Donc par analogie à ce qu'on pourrait appeler une batterie électrique, on a développé une batterie thermique. On stocke donc la chaleur. Votre voisin, il crée de la chaleur avec les incinérateurs. Justement, c'est ce qu'on disait avec Jean-François, c'est on se branche sur un des incinérateurs qui est chez lui et il faut qu'on se branche sur plus d'incinérateurs chez lui. Donc il y a des vrais enjeux. Donc vous récupérez la chaleur. Voilà, et l'objectif en fait avec cette batterie, c'est de stocker la chaleur sous forme de réaction chimique. D'accord. Ce qui fait qu'on n'a pas de déperdition dans le temps. On peut stocker la chaleur plusieurs années si on veut, on ne perd pas le potentiel de réaction. Alors ça paraît fou comme ça, parce que... On n'est pas ingénieur, ça paraît fou. Ouais, parce qu'en fait on imagine toujours la chaleur sous forme de température. En fait la chaleur, elle peut être aussi stockée sous forme de potentiel. Typiquement une bouteille de propane, vous avez un potentiel de chaleur. Ah oui, et tant que vous ne brûlez pas le propane, vous le gardez en fait, ce potentiel de chaleur. Donc là, c'est un peu la même chose. C'est de dire, on ne stocke pas sous forme de température, mais on stocke sous forme d'une réaction chimique. Et si on active la réaction,
là on libère l'énergie, mais on stocke à température ambiante. Et l'objectif avec cette batterie, c'est de récupérer ce qu'on appelle la chaleur fatale. La chaleur fatale, c'est toute la chaleur qui est produite dans les procédés industriels, typiquement un incinérateur, qu'il ne va pas utiliser, donc il va rejeter dans la nature. Donc ça va être de l'air chaud, des fumées, de l'eau chaude, de la vapeur. L'objectif, c'est de charger la batterie avec cette chaleur. Une fois que la batterie est pleine, on transporte la batterie sur 10, 20, 30 km. Elle fait quelle taille la batterie pour qu'on ait une idée? Il y a une machine qui est sur place, qui va faire la transformation en réaction chimique. Et le transport, c'est un camion-citerne. C'est vraiment, il n'y a rien de plus classique. On transporte sur 10-20 km et on distribue l'énergie à un consommateur distance sous forme de froid renouvelable. Donc on fait de la magie, c'est qu'on stocke de la chaleur et en plus derrière, on ne redistribue pas de la chaleur, on distribue du froid. On transforme la chaleur en froid. Incroyable. Donc on fait 2 fois de la magie. Alors l'objectif avec cette machine, du coup, c'est de faire de l'économie circulaire, du coup, en valorisant un déchet d'un côté, cette chaleur fatale, en du froid renouvelable qui a un vrai intérêt de l'autre. Pourquoi le froid? Il y a 2 intérêts, parce qu'on pourrait faire du chaud aussi. On peut faire les deux. Typiquement, je vais vous expliquer le premier projet, on fait et du chaud et du froid, mais on vise principalement le froid pour plusieurs raisons. C'est que la chaleur renouvelable, il existe des solutions déjà sur le marché. Et on a beau dire ce qu'on veut sur le renouvelable, quand on discute avec les industriels, ils disent oui, on veut de la chaleur renouvelable, et à la fin, ils te disent ah oui, mais le gaz, c'est 35 € du mégawattheure. Mais c'est quand même moins cher. Et donc, oui, on veut faire du renouvelable, mais le gaz, c'est 35, mais le gaz est moins cher. Et donc, pour se sortir de ce sujet-là, le froid renouvelable, à quelques exceptions près, ça n'existe pas. Et le froid, par définition, est beaucoup plus cher que le chaud, parce que les investissements pour produire du froid des groupes frigorifiques, ça coûte beaucoup plus cher. L'entretien est beaucoup plus complexe. La maintenance est beaucoup plus complexe. Et donc, tout ça fait que le froid à produire, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, typiquement, le premier projet qu'on fait à Toulouse, on récupère la chaleur sur l'incinérateur du Mirail, là, qui est juste à côté. On charge la batterie, on fait 15 km et on distribue du froid à la patinoire de Alex Jani, qui est à Jolimont. C'est un complexe piscine-patinoire, donc on chauffe la piscine et on réfrigère la patinoire. Ah, ben là, vous faites chaud et froid. Et là, on fait les deux. Exactement. Donc, s'il y a la possibilité de faire les deux, pourquoi pas. Par contre, on vise principalement le froid. Super. Et du coup, vous avez des applications, là c'est une application patinoire, on va dire équipement public. Vous avez des projets plus industriels. Vous m'aviez parlé d'un port qui a des chambres froides immenses. Tout à fait, justement sur un incinérateur de Jean-François, donc à La Rochelle. Donc ça c'est un projet qui est en cours, qui devrait être opérationnel début d'année prochaine. On récupère la chaleur sur un incinérateur d'ordures ménagères. On fait 5 km et l'objectif c'est de réfrigérer le port de pêche de La Rochelle. Le port de pêche de La Rochelle, c'est un hangar qui fait 2 hectares qui est réfrigéré à 6 degrés. C'est un frigo. Pour conserver le poisson. Voilà, exactement. En gros, il y a les pêcheurs qui arrivent et c'est là où en fait ils vont déverser les tonnes de poissons qu'ils ont pêchés pendant la nuit et où en fait c'est une énorme halle sur laquelle les poissons vont être triés, vendus aux enchères et derrière il y a ce qu'on appelle les marailleurs qui eux après vont distribuer et vendre à droite et à gauche. Et donc ce halle de la Criée fait 2 hectares à 6 degrés. Et donc l'objectif, c'est de se substituer aux groupes frigorifiques qui produisent le froid aujourd'hui. Qui sont très énergivores. Exactement. Et donc de diminuer de 90% la consommation électrique du site. 90%. Ouais. Ah waouh. Et il y a besoin de le réalimenter à quelle fréquence, cette batterie mobile, on va dire? Ouais, alors en fait, le nombre de rotations de l'alimentation va dépendre du consommateur, de ce qu'il consomme en fait. Donc s'il consomme peu, on va tourner moins. Là, un projet comme le port de pêche, ça va être en moyenne une rotation tous les 2 jours ou une rotation par jour. Sachant que c'est en moyenne, donc on peut décider de par exemple faire 5 rotations pendant une journée et de plus faire de rotation pendant une semaine. Ah ouais. C'est vraiment comme quand vous avez une station avec un réservoir et vous décidez, il y a le réservoir qui se vide, quand est-ce que vous le remplissez? Alors, ce que j'aimerais vous demander, c'est, vous êtes diplômé de l'ENSEIT, donc célèbre école d'ingénieurs à Toulouse. Quand vous aviez voulu créer rapidement votre entreprise, comment c'est venu cette idée et est-ce que c'était naturel de le faire ici sur votre territoire? Oui, vous auriez pu, parce que les jeunes ingénieurs, souvent, peuvent aller créer à l'étranger parce que c'est plus facile, il y a moins de contraintes, plus d'accès au financement. Très bonne question. Alors, j'étais complètement ignorant à l'époque. C'est vrai que maintenant que j'ai un peu d'expérience, la question pourrait se poser. Mais si vous aviez su, vous l'auriez fait ailleurs. Hein. Alors, oui et non, parce que j'ai une vraie volonté d'avoir un impact sur le territoire qui m'a amené à créer, etc. Mais c'est vrai que la France n'est certainement pas le pays le plus simple. Il a ses avantages et ses contraintes. Donc je suis diplômé de l'ENSET et en fait en 2013 je suis en 2e année d'école d'ingénieur et j'ai cette idée qui à la base je voulais l'appliquer à de la désalinisation d'eau de mer, d'où le nom Water Horizon. Et je présente ça à un de mes professeurs qui me dit mais
l'éducation nationale a créé le statut étudiant-entrepreneur. Tu devrais y postuler. Donc je fais partie de la première promotion d'étudiants entrepreneurs de France. Donc j'ai postulé, j'ai dit un paquet de bêtises à la comité, parce que évidemment je n'y connaissais rien, mais ils ont été sympas, ils m'ont quand même donné le statut. Et donc en fait, ils m'ont ouvert les portes de ce statut-là, mais comme c'était la première année, là vous le refaites maintenant à l'INSA ou à l'ENSET, il y a une formation, il y a un partenariat avec TBS, etc. On défrichait au début. Nous, on a complètement défriché. En gros, j'étais avec mon directeur de filière, il m'a dit bon, mais qu'est-ce que tu veux faire? Donc en gros, c'était un peu comme sportif de haut niveau. Si on m'a aménagé ma scolarité, on m'a dit bon, l'anglais, t'en as pas besoin, ça, t'en as pas besoin. Allez, vas-y, on t'ouvre les portes du labo, fais tes 3 expériences et puis tu auras ton statut. Donc ça a été ça. Et en sortie d'école, je devais être complètement fou, complètement inconscient pour me dire je vais me lancer dans l'aventure entrepreneuriale en fait. Donc ça, c'était en 2015. 3 ans dans le garage de papa-maman à faire le savant fou avec les 200 € que j'avais sur le compte en banque et des tuyaux Casto. Donc littéralement, les premiers prototypes, c'est des tuyaux PVC d'évacuation d'eau usée Casto collés à la colle. C'était pas un géotextile. Non, voilà. Donc ça, voilà, avec évidemment son lot d'explosions, de machins, etc. J'en passais des meilleurs. Puis j'ai réussi à convaincre Dalkia de me financer un premier prototype en 2018. Et donc là, ça a été le début de l'aventure. D'avoir convaincu la direction régionale de Dalkia m'a permis de convaincre l'IRDI, premier financeur privé de la région. Donc fonds d'investissement régional. Voilà, fonds d'investissement régional qui a dit écoute, je crois en toi. Ils sont venus dans le garage de mes parents, je n'avais même pas encore un local, ils m'ont dit je crois en toi. Donc ils ont mis un petit ticket. Puis derrière, les banques régionales, comme il y avait un peu de fonds d'investissement, ils sont allés. Puis la région Occitanie, comme il y avait des fonds, il y a mis aussi. Et ça a fait la culbute comme ça. Et on a tenu 3 ans, 4 même. Jusqu'en 2021 où on a un prototype qui fonctionne, qui fait à peu près 10 kW. Donc on était capable de chauffer et de climatiser une maison de 200 m² pour avoir un ordre de grandeur. Et donc là on se dit, en fait il faut passer à l'échelle maintenant, il faut se lancer dans le grand bain. Et à cette époque-là on était 5 dont 3 alternants. Et je me dis mais moi seul j'y arriverai pas. Donc je rencontre mes 2 associés fondateurs qui sont à mes côtés, Eric Jean et Patrick, qui ont tous les 2 60 ans et une très très grosse expérience. Et on prend notre bâton de pèlerin en fait pour aller lever des fonds. Et là vous levez et donc là on lève 5 millions d'euros, tout à fait, avec l'IRDI justement qui met un très gros ticket sur ce tour-là, et la Banque des Territoires au niveau national, mais la Banque des Territoires, donc c'est la Caisse des dépôts. Donc je dis souvent, comme EDF, on a l'État français au capital. Donc on lève ces 5 millions d'euros pour industrialiser la technologie et faire notre première unité industrielle qui est justement opérationnelle à la patinoire. Et fort de cette expérience-là, on a fait notre développement technique. Mais maintenant, il faut déployer à grande échelle. Et donc, on a levé 18 millions d'euros l'été dernier. Donc 5 millions plus 18. Voilà, exactement, pour cette fois-ci accélérer et faire le déploiement à grande échelle de la solution. Bon, mais super, on parlera un peu de vos perspectives tout à l'heure. Alors Sylvain, quand on entend le témoignage de Jean-Emmanuel, voilà, au début c'est vrai qu'on cherche des financements, c'est pas toujours facile, il faut prouver, démontrer, et on a vu que les financements ils ont été trouvés en proximité. Alors il y a un dispositif qui existe chez Total Energy qu'on ne connaît pas forcément, même de temps en temps on en parle, notamment dans la dépêche, c'est le prêt pour les entrepreneurs, parce que vous avez, je ne savais pas avant que vous m'en parliez, qu'il y avait ce dispositif. Alors pourquoi vous soutenez les entrepreneurs et comment ? Je vais répondre à ta question, Gilles, mais avant, je voulais vraiment dire que j'étais ravi d'avoir entendu ce que j'ai entendu là. En fait, on a 3 exemples vraiment flagrants et géniaux de militants du territoire qui, par leur travail, silencieusement, mais sûrement, participent à la vitalité de notre territoire, à notre région, créent de l'emploi, payent des taxes, payent des impôts, améliorent notre quotidien. Voilà. Moi, je trouve ça absolument génial, c'est enthousiasmant. Et vraiment, je suis ravi d'avoir entendu ça. Quoi. Donc, bravo. On a un beau panel. Et puis en plus, en milieu rural, je trouve qu'on a un bon équilibre entre les métropoles et le rural. Donc oui, ce prêt à taux zéro. Alors, être militant du territoire, je pense que c'est faire son travail, le faire bien. C'est ce qu'on vient d'entendre là chez tous les 4. Mais c'est aussi donner du temps et donner de l'argent. Être militant pour un territoire, ça peut être ça. Et donc effectivement, chez Total Energy, on fait ça aussi. Donc on donne du temps et de l'argent. Et donc sur l'argent, on a différentes choses. Donc on a un dispositif de prêt à taux zéro, donc qui est animé par Clément, qui est là-bas, où en fait on prête de l'argent aux entreprises qui créent de l'emploi sur le territoire à taux zéro, sans frais de dossier, sans garantie. Donc ça s'illustre, c'est à peu près, alors selon les années, mais pour une région comme l'Occitanie, c'est entre 500 000 et 1 million d'euros de prêts par an. Quand même, ouais. Et ça permet de soutenir à peu près la création de 500
emplois. Ah oui. Grosso modo, voilà. Ouais. Et alors Donc là, c'est- il y a pas c'est- de, on est éloigné de l'énergie. C'est vraiment un engagement, on va Sur- dire, d'entreprise citoyenne. Ouais, ou- sur tout ouais. type. Alors, on accompagne tout type d'activité sur tous les territoires et notamment dans les territoires ruraux, parce qu'il y a quand même un énorme enjeu de création et de préservation des emplois dans les territoires ruraux. Aujourd'hui, il y a la pyramide des âges, là, et il y a tout un tas d'entrepreneurs qui sont à l'âge d'être en retraite depuis un moment et qui ont du mal à vendre leur entreprise, qui cherchent des repreneurs, qui n'en trouvent pas. Et c'est des emplois directement menacés sur tous les territoires. Et donc, notre dispositif, pas tout seul, hein, il aide à préserver ces emplois sur le territoire. Si on parle d'argent, donc il y a ce Ouais. prêt à taux zéro, mais il y a aussi notre fondation, Total Energy. Donc là, on intervient pas directement sur de la vitalité économique, mais plutôt sur de la vitalité culturelle. D'accord. Donc on aide des associations en faveur des jeunes. On aide aussi la rénovation du patrimoine. Donc à Toulouse, on a participé là dernièrement à la rénovation du château d'eau, Ah qui oui. est un haut lieu culturel d'exposition La de galerie photographie. photos. Voilà. Mhm. Donc la fondation, le prêt à taux zéro, et puis on est un acteur économique puissant, puisqu'il a été cité à plusieurs reprises ce matin, mais on est au fond IRDI, on est au fond Octet, donc on est actionnaire, on est au conseil d'administration, au conseil d'investissement, et donc par ces outils régionaux de fonds d'investissement, on soutient le développement économique du territoire. Ouais, très bien. Ouais. Alors, Victor Lamégo, tout à l'heure, on a parlé de la filière agricole que vous avez dû relancer pour avoir la matière première, pour pouvoir fabriquer vos géotextiles. Vous avez aussi noué un partenariat avec un laboratoire chimique à Tarbes. En fait, vous avez travaillé avec votre écosystème, on va dire, de proximité. Comment vous l'avez identifié, ce laboratoire, et pourquoi celui-là et pas un autre ? Alors, effectivement, on a travaillé avec des universités et avec le LCA et l'ENIT aussi de Tarbes qui nous ont aidés dans la caractérisation de nos matières premières pour nous aider à en fait dimensionner l'outil industriel en fonction des expertises techniques de ces universités. Ah oui. Donc, elles ont été fondamentales dans l'ingénierie qu'on souhaitait mettre en place. Eh bien, alors justement, je me demande, est-ce que si vous n'aviez pas eu ces laboratoires et cette expertise universitaire scientifique à proximité, est-ce que ça aurait été faisable, votre projet, ou ça aurait été plus long, plus compliqué ? Est-ce que la proximité géographique a créé quelque chose ? Alors, on vit en 2030 bientôt. Et il faut aller très vite pour monter ces projets. Et donc, bien évidemment, sans ces universités, on aurait perdu du temps. Et elles nous ont permis aussi de crédibiliser l'analyse financière que nous devions apporter à nos investisseurs. Ah oui, parce qu'il faut être un tampon universitaire, c'est quand même... Absolument. Ouais. Et c'était dans cette démarche scientifique qu'il fallait apporter des éléments assez factuels à nos investisseurs. Donc, je rebondis à ce que disait... la personne qui est à côté de moi, Sylvain, et que je remercie sur la participation que fait Total Energy. Il est sur le fonds Octet. Et le fonds Octet finance une partie de notre projet par le biais je ne savais pas de l'Agence régionale d'investissement stratégique, l'ARIS, qui est rentrée au capital à hauteur de 2 millions d'euros, qui est un levier, un bras armé de la région et qui nous aide qui nous a aidé par son expertise, par son apport financier, et nous a permis aussi d'aller chercher de la dette bancaire et donc pour constituer ce besoin. Du coup, il y a un effet de levier. Là, on voit que c'est le local, le régional qui déclenche après des financements qui peuvent venir de plus loin, du national. Absolument. Donc, au départ, on a voulu régionaliser la compétence. J'ai beaucoup travaillé avec les agences économiques de la région, ADOC. Il y a un écosystème quand même qui est assez favorable pour pouvoir imaginer des projets de grande envergure. Et par ce biais, on a pu constituer ce capital qui est en parité avec de l'argent qu'on va chercher un peu plus loin. Et on a déposé un appel à projet France 2030 où on a été lauréat national. Ah, super, donc félicitations. Plus petite PME à 3 personnes à avoir levé 6 millions d'euros. Ah oui. Et ensuite, on a été lauréat de l'appel à projet avec la BPI, dispositif pré-nouvelle industrie, où on est allé chercher 4 millions d'euros. Donc voilà, ces leviers de la commande publique nous ont permis quand même de constituer 30% du besoin en capital. Et ensuite, il y a eu un effet d'enrôlement.
avec les banques, bien évidemment, parce que voilà, tous les fonds se suivent, se succèdent, mais il faut voilà, que tout le monde ne bougera que quand les autres bougent. Vous voyez. Donc, souvent, il faut qu'il y en ait un premier qui bouge. Voilà, mais c'est toute la difficulté, c'est qui va bouger le premier. Mais souvent, c'est l'échelon régional, hein, d'ailleurs. Absolument, et nous, l'échelon régional a été très dynamique dans la levée de fonds. Bon, alors du coup, vous êtes quand même très occitano-centré, hein, puisque vous êtes né dans la région, vous avez des partenaires, des universitaires de la région, mais ça ne vous empêche pas d'aller voir ailleurs. Je crois que vous avez aussi des partenaires suisses, autrichiens, allemands. Expliquez-nous tous ces partenaires, qu'est-ce qu'ils font en fait à vos côtés? Le dimensionnement de l'usine, c'est rien que la machine coûte 15,5 millions d'euros. Ah oui. Donc il faut imaginer ces 7000 m² d'implantation industrielle pour réaliser ce type de matériaux. On travaille à la continue, c'est-à-dire qu'on maîtrisera totalement la verticalité de notre produit industriel. Vous serez autonome. Absolument. Voilà, donc c'est ce qui était important. Et ces solutions, on les a développées avec des partenaires européens afin de concevoir ces nouveaux outils industriels qui nous permettent voilà, de garantir un produit qui respecte aussi tous les codes qui sont nécessaires voilà, et tout le cahier des charges aussi qui nous est demandé par ces projets. Donc l'ADEME a été très sensible à notre projet, mais il a fallu démontrer que nous industrialisons des produits qui respectent aussi voilà, des critères techniques bien sensibles, donc décarbonés. On parle d'ACV, c'est voilà, ACV, c'est le cycle de vie d'un article jusqu'à voilà, son recyclage. Absolument. Et on est des produits où on aura des ACV négatives, c'est qu'on restitue plus à la nature que ce qu'on consomme dans notre industrie. Voilà. Super. Alors, évidemment, tout à l'heure, Jean-Emmanuel a parlé de ses premiers clients, hein, la patinoire, la piscine de Jolimont, puis le port de La Rochelle. Vous, vos premiers clients, est-ce que vous les avez déjà ou est-ce qu'ils vont venir Alors, on a voulu rendre très scientifique notre projet aussi, parce qu'on sera les premiers à l'échelle nationale, voire mondiale, à produire autant de métrages sur ce type de produit. On s'est fait suivre par une agence de l'État, le CEREMA, qui caractérisait ces produits. Oui, très connu. Oui. Et on a travaillé avec un acteur régional qui est Eiffage, voilà, qui est un gros consommateur de ce type de produits. Parce qu'en fait, il est autour de ces canalisations. Alors, il y a plusieurs. En fait, vous faites une plateforme temporaire pour mettre des éoliennes. Oui. Et vous êtes obligé de faire du terrassement pour accéder à ces zones. Et ensuite, vous êtes obligé de stabiliser les sols durant une certaine période pour faire rouler des engins de chantier. Et ensuite, vous êtes obligé de tout enlever pour revégétaliser l'ensemble des... Et le fait d'utiliser ce type de produit résistant qui assure une certaine fonctionnalité durant cette période permet d'avoir des coûts considérables pour éviter la dépollution effectivement des sols. Parce qu'après, votre tapis de chanvre, vous le laissez. Absolument. Absolument. Il se biodégrade au fil du temps. Voilà, il est efficace durant une certaine période et ensuite se dégrade dans le temps. D'accord, très bien. Alors Eiffage comme premier client, mais aussi j'ai cru voir que vous aviez un Toulousain qui était intéressé. Depuis, Eiffage a été le premier acteur qui s'est mobilisé autour de ce projet. Ensuite, bien évidemment, il y a eu un effet d'enrôlement avec d'autres acteurs qui est Vinci, NGE et d'autres acteurs qui se sont intéressés à nous assez fortement. Et ensuite, des distributeurs comme Chausson, comme Point P, mais aussi Frambonhomme, qui sont des distributeurs de ces produits qui ont bien évidemment pointé un intérêt. Ben là, encore en Toulouse, hein, Chausson, c'est Toulouse qui a racheté France Bonhomme. Oui, tout à fait. Donc vous restez occitan. Hein, ça, absolument. Vous ne pouvez pas vous en défaire. Hein. Absolument. Alors Jean-François Rézeau, tout à l'heure, on parlait de votre ancrage économique dans la région avec toutes vos implantations. Mais vous avez aussi, on va dire, un effet... Alors, Victor parle d'enrôlement, moi je parlerai de ruissellement, même si ça a été un peu galvaudé ces dernières années. Vous avez une stratégie de coopération, souvent avec des PME autour de vous, des ETI qui vous accompagnent. Quand vous répondez à un appel d'offres, par exemple, vous êtes Veolia, mais en fait, derrière vous, il y a une armée d'entreprises locales, non ? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, on peut parler de ruissellement ou d'un effet levier. De par notre action, donc on apporte nous une certaine expertise, l'innovation, hein, on s'enrichit avec l'expérience de l'entreprise à travers le monde et pour effectivement embarquer donc localement les entreprises qui sont sur le territoire et sur la région Occitanie. Et puis cette région est tellement vaste et immense qu'en fonction de
zone, on va dire, d'exécution des prestations, eh bien, on travaille vraiment très localement avec les entreprises. Alors, c'est-à-dire que vous avez une connaissance fine des acteurs de votre secteur par pôle oui. Hein, voilà, donc une connaissance fine. Donc, un autre chiffre qu'on peut évoquer là, donc, suite à une étude réalisée par un cabinet extérieur, on considère qu'en Occitanie, donc, je vous rappelais, c'était 3500 salariés et qu'on crée en emploi, donc le fait de travailler avec les prestataires, les sous-traitants locaux, 5000 emplois donc indirects, comme on dit, ah oui. donc sur le territoire Occitanie. Donc un exemple encore aussi avec des chiffres. Bon, là, on vient de remporter récemment donc, la gestion de l'eau potable sur l'agglomération de Béziers. Donc là, il y a 100 millions d'euros qui vont être investis. Et 80%, ça va être réalisé par des entreprises, les entreprises locales. Et en termes d'énergie, on avait un bel exemple. On travaille aussi avec un acteur de Perpignan, Loom, qui commercialise l'énergie, on lui vend l'énergie. Et puis après, lui, il commercialise l'énergie de proximité, voilà, ouais. etc., etc. C'est vrai qu'on pourrait avoir tout un tas d'exemples. Mais c'est vrai que pour revenir aussi sur cet ancrage donc, territorial qui est très fort, il faut bien avoir en tête que même dans une grande entreprise, toutes les innovations viennent du terrain. Alors après, c'est repris, c'est encadré, c'est juridiquement accompagné, mais les idées, elles viennent du terrain. Donc des hommes sur le terrain. Des hommes et des femmes qui sont sur le terrain et qui travaillent pour l'entreprise et qui après sont remontés et qui sont bénéficiaires. Et également donc, en termes d'accompagnement par rapport aux acteurs qui sont plus régionaux ou très locaux, effectivement, le fait de travailler avec une grande entreprise, ça leur permet aussi d'ouvrir des horizons, de sortir de leur zone géographique. Ça leur fait une référence. Et puis également l'accompagnement à l'international. Parce que quand techniquement il y a une expertise qui peut être reproduite sur les installations identiques, et bien on les embarque également à l'international. Donc voilà. Donc, vous les prenez dans vos valises quand vous avez trouvé une PME, une start-up, par exemple au Water Horizon, vous pourriez le proposer sur un marché à Singapour, aux États-Unis. Oui, parce que quand il y a une technologie bien identifiée, bien spécifique, autant le faire avec ceux qui le maîtrisent que d'essayer de le reproduire. Et donc, du coup, il y a tous les cas de figure qui se présentent. Mais voilà, donc c'est tout un écosystème. Et donc, du tout, cette dualité entre donc le local et puis également avec une vision plus mondiale, quoi. Plus mondiale. Et alors, l'avantage d'être un grand groupe, c'est que vous avez une puissance d'innovation assez importante. La R&D pour Veolia, ça pèse lourd. Et vous faites profiter du coup de vos expertises sur des marchés internationaux comme sur le dessalement, par exemple. Vous êtes un grand opérateur d'usines de dessalement, notamment au Moyen-Orient. Vous savez, ils ont été bombardés là, il y a quelques semaines. Est-ce que, et ça va arriver, c'est une technologie que vous développez pour le territoire, et notamment à Béziers. Oui, voilà, effectivement, à Béziers, et puis également sur Perpignan, là, très bientôt. Oui, alors donc ce sujet du dessalement, donc on a l'impression de découvrir en France, qui n'est pas encore totalement, on va dire, validé par certains décideurs ou décideurs d'opinion, enfin d'influenceurs auprès de l'opinion publique, alors qu'effectivement, c'est une technologie qui a fait ses preuves largement. En ce qui nous concerne, on travaille dans 44 pays. Donc là, on gère des unités de traitement de dessalement et on a 2300 unités de dessalement qu'on gère. Voilà, donc effectivement, quand il n'y a plus d'eau, il faut bien apporter des solutions et trouver des solutions. Mais nous, on est encore dans l'acceptabilité de cette solution localement. Alors effectivement, il va y avoir une première donc sur Béziers. Sur le phénomène qui est suivant, c'est que pour garantir la qualité de l'eau qui est distribuée, puisqu'on a proximité donc de mer, et donc sur les nappes phréatiques, pour éviter qu'il y ait un effet de dessalement, enfin de biseau avec l'eau de mer et l'eau potable. Et donc c'est à ce niveau-là qu'on va faire en sorte qu'il y ait bien, on va dire, une eau potable distribuée et qui ne soit pas perturbée, on va dire, par de l'eau salée. Donc c'est sous cette approche-là de dessalement qu'on va le faire. Et ça, après, il y a bien d'autres projets. Grâce à l'expérience que vous avez acquise dans les 44 pays. Ouais. Voilà, c'est ça, voilà, quoi. À quel horizon à Béziers on pourra voir cette usine de dessalement là, écoutez, parce que là, à 3 ans, sur 3 ans. Voilà, d'accord. À 3 ans. Voilà, 3 ans. Et puis également d'autres sujets qui la réhute. Je vous disais, on est toujours comment on peut moins consommer, réutiliser de l'eau usée.
Et puis là, pareil, hein, c'est effectif. Donc par rapport, en termes d'usage, le monde agricole, donc comment on peut utiliser de l'eau usée qui est retraitée pour une utilisation en monde agricole, donc du coup en récupérant au niveau des stations d'épuration, et au lieu de le rejeter dans le milieu naturel, ce qui était le cas, mais comment on peut également mieux le réutiliser. Il y a aussi au niveau des golfs, etc. etc. Et donc du coup, on est sur tous ces sujets, mais qui sont toujours d'une très grande complexité et qui nécessitent une grande technologie, quoi. Et du coup, des équipes scientifiques solides. Alors Sylvain, un mot quand même sur les énergies renouvelables qui sont quand même une grosse part de vos investissements dans la région Occitanie. Total Énergie, ça n'a échappé à personne, à Énergie en S, donc il y a plusieurs énergies dans votre portefeuille. Vous en êtes tous sur les ENR dans la région? Vous investissez dans quel type d'énergie? Alors, dans toutes les énergies renouvelables, donc principalement le photovoltaïque quand même, parce que pour des raisons d'acceptabilité, l'éolien, ça reste compliqué dans la région. Alors, on investit dans les énergies renouvelables partout dans le monde. On sera, avec les investissements en cours, on sera en 2030 dans les 5 plus gros électriciens au monde. Oui. Voilà. En Occitanie, les énergies renouvelables, c'est notre ADN, puisque le siège des énergies renouvelables en France chez Total Énergie est à Béziers. Ah bah décidément, Béziers. Voilà. On est d'ailleurs partenaire avec Veolia sur des unités de dessalement, notamment dans les pays du Golfe, parce que pour pouvoir faire fonctionner des unités de dessalement, il faut de l'électricité, beaucoup d'électricité, donc autant qu'elle soit décarbonée. Donc en fait, nous on fait fonctionner des champs photovoltaïques pour fournir de l'électricité verte à Veolia pour qu'ils puissent dessaler de l'eau de mer. Donc on fait ça dans les pays du Golfe pour l'instant, ensemble, ça marche très bien. Voir si on le fait en Occitanie ensemble, c'est une autre question. Mais pourquoi pas, voilà, hein. pourquoi après, il pas. faut convaincre, apparemment, voilà. encore. Béziers, on est un peu chez nous, donc voilà, il y a peut-être un sujet. Donc oui, pour l'instant, on a investi en Occitanie à peu près 400 millions d'euros dans les énergies renouvelables, juste sur la région occitane, pour produire un peu plus de 300 mégawatts d'électricité renouvelable. Ça représente combien de foyers, ça, pourquoi C'est 500 000 habitants. 500 000 habitants. Ouais, hein. voilà. Et là, dans les tuyaux, donc dans les tuyaux administratifs, hein, puisqu'en fait, pour sortir un champ photovoltaïque, c'est à peu près 7-8 ans de démarche administrative. Ah oui, c'est un peu long. Ouais, voilà. C'est comme ça. On a un peu plus de 600 mégawatts en cours de développement. Donc on sera assez vite à horizon en Occitanie, Total Énergie, à 1 giga, donc l'équivalent d'un réacteur nucléaire en énergie renouvelable en Occitanie, produit par Total Énergie. Et les 600 et quelques mégawatts de projets renouvelables en cours, c'est 700 millions d'euros d'investissement. Ah oui, c'est considérable. Sur le territoire. Sur le territoire occitan. Et ça, donc, c'est l'électricité verte. Je ne sais pas si ta question concernait également les biomolécules, qui est aussi une énergie décarbonée. Ça peut, bien sûr. Mais on est en Occitanie, à Toulouse, au pays des avions. Et donc, nous, on produit des biocarburants pour les avions, les fameux SAF, Sustainable Aviation Fuel. J'en profite, ma petite parenthèse, on est aujourd'hui le seul producteur français de ce produit, et je pense qu'on le sera pendant un moment. En fait, je sais qu'il y a des projets à droite, à gauche, des gens qui s'imaginent produire du SAF demain, mais, et tous mes respects, mais on ne produit pas du SAF dans son garage. Nous, on vient d'investir quasiment 1 milliard d'euros dans des unités de production de biomolécules. Donc on a transformé des raffineries en bioraffineries. On a un savoir-faire de plus de 100 ans. Et déjà, c'est compliqué. Voilà. Oui. Donc, on a investi 1 milliard, on a 100 ans d'expérience, et c'est pas simple de faire du biocarburant pour les avions. Donc, j'entends les projets à droite à gauche. On va faire du SAF, ok. Good luck, les gars. En attendant, on est les seuls producteurs français. Et donc, les Airbus, l'usine Airbus qui utilise du SAF aujourd'hui. Oui, énormément. Ouais. Airbus est engagé à mettre du SAF dans ses avions d'essai, notamment. Et pour nous, c'est, pour le coup, alors si on parle de militants du territoire, nous, cet écosystème aéronautique, pour nous, il est très important et on en fait partie, donc par la production de SAF. Et on participe à la décarbonation et donc à la bonne santé du monde de l'aéronautique toulousain par ces SAF, mais aussi grâce à SAFT, pour ça que j'ai décroché un petit peu, parce que toutes les batteries qu'il y a dans les avions et les satellites, ce sont des batteries Total Énergie, qui sont fabriquées par notre filiale SAFT. Voilà, qui est aussi un acteur de l'aéronautique. Très bien. Donc une forme d'engagement sur le territoire pour l'aéronautique. Notre engagement, un mot quand même sur les mandats que vous occupez, parce que c'est aussi rentrer en profondeur dans la vie économique. Je crois qu'avec votre casquette Total, vous êtes un peu partout.
Ouais, c'est ça, Gilles. En fait, on en avait parlé quand on a réfléchi à cet événement. Être militant du territoire, c'est par son travail, par nos activités, par nos innovations, par nos actions, par nos investissements. C'est aussi de l'argent, les fonds d'investissement, les PTZ, etc. Mais c'est aussi du temps. Et en fait, c'est comment nous, tous, on s'implique sur le territoire en donnant notre temps pour participer finalement à la vitalité collective, au collectif. Et donc là, les mandats, à condition qu'ils soient actifs, et pas juste avoir un mandat pour avoir un mandat, ça marche bien. Alors je vois Jean-François sourire. Il en est l'exemple, je pense, le plus flagrant en Occitanie. Parce qu'il est aussi président de la Chambre de commerce régionale. Voilà, donc il a bien voulu me prendre un petit peu avec lui et je m'occupe d'énergie à la CCI. J'ai un mandat au MEDEF, donc je préside la commission souveraineté économique ici à Toulouse. Je suis bénévole et mentor à Réseau Entreprendre, qui est une association qui aide les chefs d'entreprise. Je suis conseiller au commerce extérieur. Je suis au conseil d'administration de l'IRDI. Je suis à la réserve citoyenne de l'armée de terre à Toulouse, etc., etc., etc. Et en fait, tout ça pour dire qu'être militant dans le territoire, c'est aussi prendre du temps pour travailler avec les autres. Et c'est un message fort que je voudrais faire passer avec tout le monde, public, privé. Et en fait, être militant, c'est travailler tous ensemble. C'est pas juste être dans son couloir de nage, c'est d'être capable d'aller voir ce qui se passe à côté. Et en fait, sur le terrain, et avec ça, on est tous capables de s'enrichir et ça apporte une valeur ajoutée pour le territoire. Ben, c'est le collectif, c'est comme ça qu'on peut découvrir d'ailleurs des nouveaux partenaires, peut-être financiers, technologiques, des nouveaux marchés. Aussi trouver des idées. Trouver des idées. Le Club Éco de la Dépêche est aussi là pour faire rencontrer les gens. Alors Jean-Emmanuel Faure, on a parlé un petit peu de vos premiers clients. C'est quoi le business plan pour Water Horizon, on va dire à 2030-2033 Vous voyez où en termes de chiffre d'affaires et combien d'installations chez les clients? Bonne question. Dans une start-up, savoir ce qu'on fait à 6 mois, c'est déjà très très loin. Mais pour lever 18 millions d'euros, il faut quand même en faire quelque chose, je suis bien d'accord. Donc aujourd'hui, nous, on a nos premières unités qui tournent chez des clients. Et justement, l'objectif de ces 18 millions, c'est bien de s'étendre. De s'étendre à l'international, très rapidement. Là, on est déjà dans des études préliminaires dans des pays limitrophes de la France. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'accélérer. L'objectif, c'est de faire 2 projets supplémentaires d'ici fin d'année, début d'année prochaine. Et quasiment de faire 100% de croissance par an. 100% de croissance par an. Donc c'est de doubler chaque année ce que l'on a. Ce qui est une petite croissance pour une start-up, il faut le dire. C'est une start-up industrielle quand même. Exactement. Vous avez une contrainte quand même de fabrication. Voilà, exactement. C'est ce que je disais. C'est par rapport à une start-up logicielle où une fois qu'elle a son logiciel, elle fait copier-coller, elle peut le vendre 1000 fois, 1 million de fois. Nous, à chaque fois, il faut fabriquer la machine. Puis en même temps, il faut l'améliorer. Donc il nous faut un rythme de croissance d'accélération assez forte puisque le marché est assez colossal. Mais d'un autre côté, on est limité par le développement industriel, le temps de fabrication, le temps de contractualisation aussi. On est dans un environnement industriel et les temps de contractualisation sont beaucoup plus longs. On a des demandes d'autorisation, etc., administratives. On en a parlé 7 ans pour du photovoltaïque, pour des choses qui sont matures. Hein. Donc il y a des temps qui sont quand même incompressibles, en tout cas en France. Du coup, ça doit vous amener à quel niveau d'activité ça... L'objectif, c'est de faire plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires déjà à 3 ans. On est sur des gros projets, donc ça va quand même assez vite. Ouais. Et puis après, c'est vraiment d'exploser. Ce qui est important dans notre modèle économique, c'est qu'on ne vend pas les machines. On n'est pas équipementier, on ne vend pas les batteries. Nous, on vend les kilowattheures de froid qui sortent de la machine. D'accord. Donc en fait, on s'occupe de dimensionner le projet. On s'occupe de le construire, on s'occupe de le financer, de l'exploiter, on fait vraiment toute la chaîne. Et en fait, finalement, le client final ne paye que les kilowattheures qu'il consomme. Donc comme il a l'habitude d'avoir un compteur Linky où il paye l'électricité, il ne se pose pas la question si c'est une centrale nucléaire, un barrage hydraulique. Lui, il appuie sur l'interrupteur, il y a la lumière qui s'allume. Mais là, c'est pareil, il y a un compteur Linky froid qui compte les frigoriques qu'il va consommer. Il consomme, il paye, il ne consomme pas, il ne paye pas. Très bien. Victor, vous, les perspectives de chiffre d'affaires, d'activité, donc l'usine, vous disiez, va rentrer en fonction d'ici la fin de l'année 2026. Ça veut dire que chiffre d'affaires 2027-2030, ça peut atteindre quel niveau? Alors, comme toute nouvelle industrie, il y a une inertie pour arriver aux objectifs qu'on s'est fixés. On a été très conservateur dans notre analyse technico-budgétaire et industrielle afin d'avoir une maîtrise totale sur notre capacité industrielle, mais aussi les ratios et les objectifs qu'on s'est fixés.
Donc on arriverait à maturité à horizon de 2029-2030 avec un chiffre d'affaires qui atteindrait les 30 à 35 millions d'euros. Ah oui, quand même, c'est considérable. Alors, c'est considérable, mais en fait, on est très conservateur dans l'analyse. Il faut comprendre... Donc, on risque d'avoir des bonnes surprises. Oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est la partie réglementaire. La deuxième, c'est le dimensionnement du marché. Il faut savoir que le marché du géotextile, c'est 16 milliards d'euros par an au niveau mondial, mais avec une croissance de 10% par an et aucune solution ou très peu de solutions naturelles. Donc il y a un marché qui peut être en explosion totale en fonction du dimensionnement qu'on mettra en place. Je vais juste vous donner quelques chiffres. La réglementation est en notre faveur aussi. Ça tombe bien, pour une fois, et c'est pour ça que je donne quelques éléments. Un exemple bien précis, on interdit maintenant tous les produits phytosanitaires. Oui. Donc ces produits phytosanitaires, c'est des désherbants. Et donc pour éviter, pour avoir une alternative à ces désherbants, il faut couvrir. Et pour couvrir, il faut des choses qui soient... du textile. Ou du géotextile ou des agrotextiles. Rien que la SNCF doit entretenir 42 000 hectares de talus par an. Wow. Donc imaginez-vous le dimensionnement en termes de millions de mètres carrés. Donc on rencontre Jean Castex le mois prochain. Qui est un Occitan. Qui est un Occitan, voilà. Gascon, Perpignanais, Catalan, il a coché toutes les cases. Alors c'est pas de la franc-maçonnerie mais on essaye d'ouvrir le réseau afin de pouvoir, in fine, créer des modèles de duplication d'usines. Pourquoi ? Parce que notre capacité maximale ne représentera que 2 à 3% des parts de marché. Vous risquez d'être saturé alors. Absolument. Victime de votre succès. Absolument. Bon, mais c'est plutôt une bonne nouvelle parce que, c'est tout le comme mal disait Jean-Emmanuel, vous allez devoir copier-coller votre usine. Absolument. Très bien. Et il y a une possibilité d'extension sur site ou... Oui. Alors, on a une possibilité... on est soumis à de la réglementation, on est installation classée ICPE, donc... on est passé par des phases quand même assez draconiennes en termes d'implantation d'usines. Mais quand tout le monde se met en ordre de marche, et ce qu'on disait avec Sylvain tout à l'heure, le temps que le projet démarre jusqu'à la pose de la première pierre, 25 mois se sont passés. Ah oui. Mais dans ces 25 mois, on a fait la levée de fonds. On a démoli une friche de 10 000 m². On a eu toutes les autorisations. On a fait des dépollutions des sols. On a déposé un permis de construire. On a eu le délai de purge. On a fait le closing bancaire. Et tout ça. Vous n'avez pas chômé en 25 On n'a pas chômé. Voilà. Et donc, il faut du temps. Tout ça s'est fait avec des personnes bienveillantes autour de moi. Et merci aux gens qui ont contribué à l'émergence de ce nouveau projet. Très bien. Merci. Merci à tous. Peut-être Sylvain, le mot de la fin sur cette première édition des Militants du territoire. On a eu des exemples, 3 exemples en plus de celui de Total Énergie, assez différents, mais parlants et avec un même ADN, la région. Pardon. J'ai kiffé. C'était vraiment très agréable d'entendre. C'est très motivant. En fait, ça donne un peu un élan d'optimisme. Donc c'est très très bien. Peut-être un mot de la fin sur le sujet des jeunes. En fait, être militant, c'est aussi s'occuper des jeunes. La jeunesse, pour moi, je pense pour nous tous, c'est la clé. Vive les entreprises dans les écoles et les universités. On en parlait tout à l'heure avec Monsieur Faure. Donner le goût aux étudiants d'entreprendre. Et je pense que la force de la région viendra aussi de sa jeunesse et donc de la façon dont on forme les jeunes. Voilà. Très bien. Merci à tous les 4. Merci à nos participants qui... Désolé, avec le petit problème technique, on n'a pas le temps de prendre des questions du public parce que voilà, on a perdu un petit peu de temps. Vous retrouverez cette émission en replay sur le site de la dépêche.fr et également dans nos newsletters économiques à venir. Merci beaucoup et à bientôt.